Bonjour Karine, bonjour Stéphane. Salut Thomas, Bonjour. salut Karine. Bonjour à tous. On se retrouve pour la troisième interview dans Les Explorateurs. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Karine. Je vais rapidement présenter son parcours et puis elle complétera bien sûr s'il y a des choses qui manquent. Karine, donc, elle a construit une première vie dans la banque pendant 25 ans. Puis elle a décidé ensuite de tout réinventer à presque 50 ans, avec près du coup de 30 déménagements, 3 mariages, 2 divorces et des trahisons du coup professionnelles marquantes. Et on en reviendra du coup pendant l'épisode. Elle a eu une fille de 18 ans qui est son ancrage. Et Karine est une femme qui vient de partout, de nulle part, mais ses déplacements lui ont permis de s'adapter et d'avoir de la résilience. Aujourd'hui, elle crée, elle entreprend, elle transmet, même si le regard de l'humain est devenu beaucoup plus lucide. Et son fil rouge, c'est la réinventation et l'adaptation. Et elle se sent aujourd'hui moins naïve, plus sélective, mais toujours créatrice. Bienvenue, Karine. Bonjour et merci. Merci de cette belle invitation. Avec plaisir. Euh, Merci Thomas pour cette belle intro. Avec Thomas, on a une question rituelle qu'on aime bien poser au début. Si on devait faire un film de ta vie, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir et de connaître de toi pour réaliser le prochain chef-d'œuvre? Alors, je pense que ça serait l'histoire d'une femme qui a eu plusieurs chapitres. Comme on le disait, effectivement, 25 ans dans la banque, une carrière plutôt solide, hein. Puis après, une reconversion audacieuse dans l'hospitalité, à presque 50 ans. Alors, 50 ans, on est jeune, mais quand même. C'est 30 déménagements pendant tout cet actif, c'est 3 mariages et 2 divorces, effectivement. Des trahisons professionnelles assez fortes, dont la dernière qui m'a beaucoup marquée. Et ben, je dirais qu'à chaque fois, quand même, une capacité à me relever. Voilà, donc de Hmm. ça, il faut en faire un joli film. Ok. Avec tout ce que tu commences à nous partager, on pourrait même en faire plusieurs finalement des films. Je t'ai dit, ma vie était tumultueuse, pardon. Ok. Euh, la deuxième question du coup que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans la banque? Tu as commencé par là, par ce métier? Alors, j'ai commencé par la finance. Déjà, mon papa était banquier Ok. et mon grand-père aussi. Alors, je pense que malgré tout, il y a une influence familiale assez forte. Mais l'univers bancaire, j'y ai effectivement fait mes stages d'été, était quand même quelque chose qui m'attirait. La finance, la relation aussi humaine, parce que bah, c'est quand même une relation de service, hein. C'est un métier de service, un métier d'accompagnement. Et au fil des années, d'ailleurs, j'ai vraiment pas pris cette dimension. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce métier. C'est accompagner en fait les personnes au fil de leurs étapes de vie et raconter des belles histoires. Donc voilà, un métier passionnant. Et donc j'ai naturellement basculé après mes études de droit directement dans l'univers bancaire. Hmm. Et donc ensuite, après cette étape de banque, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bah, cette étape de banque, 25 ans hein, quand même, Mm. donc un beau chapitre dans la même banque, une banque internationale avec une forte implantation en France et aussi à l'étranger, et surtout une banque patrimoniale. Maintenant, bah, comme tout groupe, hein, des plans stratégiques bah, tous les 2, 3 ans. On réécrit une nouvelle page, on reprend une nouvelle direction. Et puis, je pense que j'étais arrivée à l'aube de mes 50 ans. J'avais à peu près, enfin voilà, je pense que j'avais fait le tour de la question. L'univers de la banque, bah, c'était juste avant le Covid, hein, donc je ne sais pas si j'ai eu du nez de partir avant ou pas, mais en tous les cas, il y avait vraiment une transformation qui était en train de s'opérer. En plus, mon groupe était à ce moment-là bah, en pleine reconversion aussi, hein, puisqu'ils cherchaient à vendre une partie de leur banque de détail. Donc voilà, je pense que j'arrive à un moment donné où j'étais plus en phase en fait, plus en phase avec mes pairs aussi. Bon, le monde de la banque est quand même un monde assez masculin, donc sans faire voilà. Mais c'est vrai que bah, plus on grandit dans ce milieu-là et à un moment donné, on arrive en fait à une étape bah, voilà, qui arrive un peu, c'est le bout d'une histoire en fait. Voilà, c'est le bout Hmm. d'une histoire qui m'a fait arrêter et j'ai eu envie effectivement de faire une reconversion à ce moment-là. Ok. Et quelle est cette reconversion que tu as faite justement?
Alors, j'avais toujours dit que si je quittais la banque, c'était pour faire un métier d'hospitalité. J'adore le service, j'adore l'expérience client. Et donc, je m'étais dit, si un jour je fais plus de banque, j'irai dans l'hôtellerie ou la restauration, parce que je suis aussi une épicurienne et j'adore cuisiner. C'est un vrai passe-temps. Vraiment, la cuisine est quelque chose où je m'évade et même en travaillant, j'ai toujours cuisiné. Et donc voilà, donc je me suis challengée. C'était un vrai challenge puisque quand j'ai commencé, j'ai pris un petit restaurant, on va dire même, oui, vraiment un tout petit restaurant au col des Aravis, qui était ouvert que le midi. Et je me suis mis derrière un four à pizza. J'ai appris à faire les pizzas. Et donc, je faisais bah, les entrées, les desserts, les pizzas. Et j'ai mis vraiment la main dans les fourneaux pendant 4 mois, sans un jour de repos, 7-7. Et ça a été une belle école, vraiment une belle école. Ça m'a d'abord fait du bien, moi personnellement, parce que c'est pas simple quand même de quitter bah, 25 ans de banque, voilà, avec une certaine sécurité. Hein, il ne faut pas se cacher les choses. Là, pour le coup, quand on parle de sortir de zone de confort, je pense que j'ai fait un grand saut. Voilà. Ouais, clairement, c'est un sacré saut dans le vide, comme on dit. Passer, c'est Mm. vrai que d'un milieu bancaire à la restauration, c'est deux. Il y a ce que tu disais, le fil rouge de ce que j'entends, ça reste le métier de service, d'accompagner quelqu'un, en tout cas sur l'aspect humain, mais dans deux secteurs complètement différents. Tout à fait. Tout à Hmm. fait. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le milieu de l'hôtellerie-restauration? Alors, toujours, enfin, on est toujours effectivement dans le même fil rouge, c'est-à-dire le service client, l'hospitalité, le fait de recevoir, de faire plaisir, c'est de partager aussi, de partager. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est le nom que j'ai donné à ma structure, moment partagé. Hmm. Ça voulait dire beaucoup de choses pour moi. Transmettre aussi. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait dans ce milieu-là. Et donc, suite à cette expérience-là, tu nous disais un petit peu en introduction que tu es parti sur la partie ensuite plutôt hôtellerie, finalement. Tout à fait. Donc après ce restaurant, j'ai exploité pendant 3 ans un hôtel et j'ai créé un restaurant puisque cet hôtel n'avait plus de restaurant depuis une dizaine d'années. Donc j'ai recréé un restaurant dans cet hôtel, toujours proche du col des Aravis. Je suis redescendue un tout petit peu du col, entre la Clusaz et le col des Aravis. Et là, bah, très belle expérience aussi, hein, très enrichissante. Bon, avec une période bah, juste post-Covid, hein, donc quand même pas si simple, on va dire, puisque ça a été vraiment c'était 2021-2024, donc c'était en pleine période post-Covid et pendant le Covid aussi d'ailleurs, deuxième et troisième Covid. Mais voilà, c'était une très belle expérience. C'est là aussi, hein, c'est se challenger autant humainement que professionnellement, hein, parce qu'alors là, pour le coup, ben, on est sur tous les fronts, clairement. Voilà, mais c'est une très belle école aussi. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai créé beaucoup de liens. Et puis, bah, mes clients enfin, c'était vraiment une belle aventure humaine, vraiment. Ok. Déjà, merci pour tout ce que tu nous partages de ta vie qui est riche et on a encore plein de choses à découvrir. Tu nous disais également en introduction que tu avais fait une formation de coaching. Oui. Dis-nous comment t'en es arrivé jusqu'à faire cette formation. Alors, quand j'étais dans la banque, déjà, j'avais fait des formations de manager coach. C'était toujours quelque chose qui m'attirait. Et effectivement, je gérais quand même de l'humain dans la banque avec bah, des équipes. Et justement, cette relation à l'autre était très importante pour moi et j'apportais toujours beaucoup d'attention. Voilà, j'étais plutôt quelqu'un de leader. Hein. J'ai déjà cet esprit voilà, de rassemblement dans mes équipes. Moi, j'ai toujours dit, je suis avec mes équipes, à côté et pas devant. Je leur montre le chemin. C'est à moi que revient la responsabilité, effectivement, de leur fixer un cap clair, des objectifs atteignables et des objectifs qui soient aussi transparents et pour eux, mais je suis à leur côté. Et donc,
j'avais fait des parcours manager-coach pendant ces étapes de vie dans la banque. Et quand je me suis arrêtée, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais bien? Et au tout départ, effectivement, avant du coup de prendre le restaurant, je me suis dit, je ferais bien une formation de coach. C'est vraiment déjà quelque chose que j'avais ancré en moi et j'avais envie d'aller plus loin, en fait, d'en savoir plus et d'en apprendre plus. Et puis, du coup, j'ai fait cette formation de coaching et pour le coup, j'en ai appris beaucoup plus sur moi. Hmm. J'étais évidemment dans une période de vie où je venais de quitter la banque. Bon, ça n'avait pas été, je ne suis pas non plus partie dans des conditions très simples. Donc, je pense que j'avais aussi un besoin de me reconnecter à moi. À chaque fois que je suis toujours très investie dans ce que je fais. Je donne beaucoup et je m'oublie souvent. Donc, en fait, cette formation avec Franck et puis Cédric par la suite à l'Académie européenne m'a énormément apporté pour moi et d'ailleurs pour le futur, ce que j'ai fait après cette formation. Hmm. Et est-ce qu'il y a une découverte en particulier que tu as eue à l'issue de ce parcours, on va dire, transformateur? Parce qu'on l'a vécu aussi avec Stéphane, c'est vrai que il y a quand même un avant et un après, je trouve, dans ces formations de coaching. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as retenu ou tu te dis, tiens, c'est vrai que c'est une vraie transformation. Ah, tout à fait. C'est qu'effectivement, je me suis rendu compte que je ne me connaissais plus, parce que je pense qu'on se connaît quand même tous un petit peu, mais que je m'étais complètement mise de côté et que j'en avais, je pense, perdu mes repères. Et je pense que c'est justement à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais vraiment fait un burn-out et que c'était pas juste un petit coup de down suite au fait, bah oui, de quitter ma zone de confort, mes 25 ans de carrière bancaire. Voilà, j'avais eu 6 mois un peu compliqués, c'est normal, il faut faire le deuil d'une famille, hein, parce que la banque, c'était une famille. J'y ai d'ailleurs, pardon, beaucoup encore d'amis dans cette entreprise. Et oui, c'était quand même un deuil à faire. Et j'ai quand même pris conscience que ça avait beaucoup impacté ma vie personnelle. Voilà. Et moi en priorité. Ouais. Hmm. Vraiment, comme tu dis, il y a un vrai avant et après, clairement. Tu dis que ça a impacté ta vie personnelle. Qu'est-ce qui a impacté le plus ta vie personnelle, justement? Ah bah, je lui ai certainement laissé un ou deux mariages au passage. Hmm. Et j'y ai certainement laissé aussi des moments avec ma fille quand elle était petite, parce que j'étais pas présente, parce que j'étais beaucoup en déplacement, parce que j'ai pas pu lui accorder autant de place que ce que j'aurais voulu faire en fait. Ok. Et c'est très intéressant que tu parles de ta fille, parce que c'était la question que je voulais te poser. Dans l'introduction, Thomas a partagé que ta fille était ton ancrage. Justement, partage-nous la relation que tu as actuellement avec ta fille. Alors, actuellement, ma relation, on va dire que c'est pas la meilleure période. Tu vois, elle a 18 ans. Dans un contexte aujourd'hui, faut pas se cacher, c'est sa première année d'études supérieures, mais on peut pas dire que pour nos jeunes, ça soit la période la plus facile, on va dire. Une relation avec une maman, c'est toujours aussi compliqué, hein, mère-fille. Voilà, je pense qu'elle est en train de se construire. C'est une jeune fille qui est très indépendante, très autonome. J'ai entièrement confiance en elle. Mais la relation, la communication actuellement, on va dire qu'elle n'est pas la plus fluide. Mais l'amour est là, l'ancrage est là. Je sais qu'elle sait pouvoir compter sur moi. D'ailleurs, quand elle a besoin, voilà, elle le sait et je suis là et je serai toujours là, évidemment. Mais oui, j'ai qu'une fille oui, elle compte énormément et je pense que, bon, en plus, moi, j'ai eu ma fille, j'avais 35 ans et j'en ai eu qu'une. Donc voilà, donc évidemment, c'est mon ancrage. C'est mon ancrage, c'est elle qui me pousse, c'est elle euh,
qui me permet aussi, je pense, tous les jours de me booster, parce que quand tu as une fille de 18 ans, avec ben, le contexte aujourd'hui, ben, faut suivre, quoi. Mm. Voilà, faut pas se reposer, faut pas, voilà, mais c'est chouette parce que grâce à elle, ça me booste et voilà, je continue à avancer, à faire du sport, à avoir la pêche. Je pense elle me tire beaucoup vers le haut, oui. Mhm. Et alors, question, quelle étude elle fait finalement? Est-ce qu'elle a reçu la partie banque? Est-ce qu'elle suit un peu les traces de sa maman ou est-ce elle est sur un autre domaine qui Alors, l'intéresse? pas du tout. Ma fille, je pense que ça a sauté une régénération. J'ai un grand-père qui était artiste dans l'âme, au-delà d'être photographe, qui faisait de la peinture, de l'écriture, de la poterie. Et ma fille a un don artistique, autant pour cette partie-là, que pour le son et la musique, hein, qui lui a été aussi donné par son papa, qui est mélomane et qui voilà, est un passionné depuis toujours de son et de musique. Donc, elle fait une école de son à Lyon. Voilà. Et elle aimerait, elle rêverait d'être ingénieure du son. En tous les cas, ça fait partie de ses rêves. Voilà. Je veux dire, Donc j'ai une artiste. on lui souhaite de réussir et d'atteindre Oui, ce rêve. tout à fait. Tout à fait. Et moi aussi, parce que voilà, c'est quand même des études qui sont pas simples. Voilà, on pourrait penser que comme c'est le côté artistique, c'est plutôt cool, mais en fait, pas du tout. Mhm. Le côté ingénieur, peut-être C'est aussi qui très, fait très que. dur. Ouais. Ok. Mais elle s'accroche et là, et moi, la seule chose dont je suis très heureuse pour elle, c'est elle fait des études qui lui plaisent. Voilà, elle n'a pas fait des études par choix. Voilà, elle a vraiment fait des études par conviction et voilà, et par quelque chose qui la porte. Et moi, je trouve que d'avoir une passion comme celle-là et surtout la musique, voilà, c'est fabuleux et j'espère qu'elle ira loin, mais j'en doute pas. Elle est pugnace. Elle Et je est, pense. elle est aussi résiliente que sa maman finalement. Oui, elle a beaucoup de résilience, oui. Alors c'est marrant, moi je pensais à l'aspect créatrice. Parce que du coup, tu parles, disais créatrice. Est-ce qu'il y a Oui. un lien justement avec cette partie de toi? Alors certainement, oui. C'est vrai que même si moi, j'ai pas les dons de mon grand-père, mais moi, j'aime créer malgré tout. Et peut-être créer plus des relations avec les personnes, créer des histoires, créer des émotions. Voilà. C'est une autre forme de créativité, mais ça me passionne aussi, bien sûr. Mm. Mhm. J'aime beaucoup la question que Thomas t'a posée. Je voulais t'en poser une un peu dans le même esprit, mais légèrement différente. Tu parlais des dons que ta fille pouvait avoir. Toi, quels sont tes dons à toi? Quels sont mes dons? Alors, quel don je peux avoir? Alors, je dirais que j'ai pas réellement de don manuel, mais Mhm. j'ai peut-être un don de savoir rassembler et Hmm. d'unir. Voilà. Peut-être, ça serait peut-être, je verrais peut-être même plus ça comme une qualité, mais je pense que c'est un peu instinctif chez moi. C'est-à-dire que j'ai toujours cette envie de rassembler, oui, je pense que c'est ça. Ok. C'est un super don, finalement. Je sais pas si c'est un super don, mais Bah, en tout cas, ça m'apporte beaucoup de plaisir hmm. de le faire. Donc, je me dis que si c'est comme ça, c'est peut-être inné et un don, c'est un peu inné aussi. Donc, ça se rejoint. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Souvent, les dons, c'est inné, et ce qui est inné, c'est très souvent ce qui nous passionne et ce pour quoi on est fait. Et je trouve que c'est un super don parce qu'on est dans une époque où justement les réseaux, le virtuel défont un peu les liens. Et aimer rassembler, je trouve que c'est un super nom pour rapprocher les gens, mais de manière humaine et dans le Mm, présentiel. Et justement, ce que tu disais, créer des émotions, créer des souvenirs. mm. Et c'est pour ça que ce don que tu as, moi, je le trouve hyper précieux à l'époque d'aujourd'hui, en tout cas. Je suis complètement d'accord avec toi et pour aller dans ce sens-là, c'est que moi, justement, je me sers des réseaux pour reconnecter les humains. Hmm. Hmm. Donc, les réseaux comme Donc, je finalité. suis tout à fait, je suis beaucoup, beaucoup sur les réseaux d'ailleurs. Et effectivement, à travers ces réseaux, je vais créer du lien et je connecte les personnes entre elles.
Hmm. Donc, en tous les cas, moi, grâce au réseau, et je pense que j'étais une des premières à créer mon compte Facebook à l'époque, parce qu'en ayant déménagé une trentaine de fois, j'ai évidemment des amis un peu partout en France et à l'étranger, et qu'effectivement, ben, ce réseau, en tous les cas, ce premier réseau qui a existé au tout début, m'a permis de garder un fil avec mes amis. Et j'en ai toujours, enfin, en fait, c'est de cette manière-là dont je m'en suis toujours servi. Voilà. C'est pas le côté d'aller voir qui a fait quoi, où tu es allé, ou qu'est-ce que, voilà, mais l'idée de dire, tiens, ah ben, ils étaient là, ça me fait plaisir, ils grandissent, voilà. C'est plus dans les enfants grandissent, ah, ou tiens, ils sont allés dans cette endroit, tiens, ils viennent de déménager dans cette région. Et du coup, ça permet de garder du lien et on a même le sentiment, en fait, de perdre personne de vue, quoi, quelque part. Et Hmm. ça, je trouve que c'est chouette quand on est quelqu'un comme moi qui a beaucoup voyagé. Je trouve que et qui a été un peu déraciné de partout. Moi, je suis toujours très heureuse d'avoir des nouvelles de mes amis. Bah, ça me fait penser justement au lien du déménagement. Alors c'est marrant que tu Mm. viennes au mot déraciné. Il y a ce côté, c'est un peu ce que je ressens, c'est ce besoin de connecter, de moments partagés finalement. Et je me disais, 30 déménagements, je faisais le calcul rapidement avec ton âge, je me dis, ça fait tous les presque un an et demi en Mm. quelque sorte. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu aies déménagé autant Alors, déjà, donc à l'origine, mon père était dans la banque. Donc, la mutation dans la banque, c'est tous les 2, 3 ans. Voilà, déjà. Et puis, mon père est parti vivre à La Réunion. Donc, je l'ai suivi quand j'avais 14 ans. Mes parents sont séparés. Et moi, je l'ai suivi à l'île de La Réunion. J'ai fait ma quatrième là-bas. Puis, on est revenu. Mon père a été muté sur Paris. Puis, de Paris, je suis revenue dans le sud. Bref. Et puis, quand ensuite j'ai commencé ma vie d'étudiante, bien pareil, j'ai commencé ma fac de droit à Montpellier, puis j'ai terminé à Aix-en-Provence. Et puis, mon premier job, bah, c'était Paris. Voilà. En fait, moi, la mobilité n'a jamais été un frein parce que j'ai été élevée comme ça. Et au contraire, mon père en a toujours fait une force en nous disant, ben voilà, vous ferez de nouveaux amis, vous ferez de nouvelles connaissances, vous allez visiter une nouvelle ville, une nouvelle architecture, une nouvelle culture, une nouvelle gastronomie. Et en fait, on en a toujours tiré des forces. Et moi, j'ai toujours grandi comme ça. Et donc après, oui, ben moi aussi, j'ai fait une carrière bancaire. Donc en 25 ans, j'ai fait 7 mobilités. Donc bah, 7 mobilités, mine de rien, voilà, ça va vite. Et puis, depuis que j'ai rencontré mon mari il y a 10 ans, donc il y aura 11 ans cette année. Pareil, moi j'étais dans le centre de Lyon, je suis partie dans la région lyonnaise, dans les Monts d'Or, puis de là on est venu vivre à la Clusaz, puis maintenant on est au bord du lac. Voilà, donc en fait, et en plus mon mari est dans le bâtiment, donc il nous construit des maisons à chaque fois, donc c'est aussi ça qui fait qu'on déménage, mais c'est chouette, c'est chouette, enfin voilà, moi en fait, ça me nourrit et un déménagement. Alors maintenant, j'avoue que quand même, ça commence un petit peu à peser. Là, le dernier au mois de juin, voilà, ça commence un peu à peser dans le côté logistique, hein, je dirais. Mais c'est toujours chouette. Moi, j'adore décorer, ça fait aussi partie de mes hobbies. Et donc voilà, donc à chaque fois, ça raconte une nouvelle histoire. On a l'impression de renouveau à chaque fois. Donc, comme j'aime pas la routine et moi je suis un petit bélier, voilà, faut du changement, faut de la. l'impulsivité, c'est ça, le Oui, ouais, ouais. voilà, exactement, exactement. Donc j'en ai toujours fait une force en fait. Et, et parmi toutes les villes dans lesquelles tu as vécu, laquelle a été la plus, je vais dire la plus marquante, mais au sens large, tu la prends vraiment comme tu veux, cette question. Alors je dirais Aix-en-Provence. Ok? Pour quelle Mm. raison? Pour plein de raisons, c'est la ville où j'ai conçu ma fille. J'ai été enceinte pendant que j'étais à Aix-en-Provence aussi. C'est là où j'arrivais en carrière, un épanouissement professionnel qui était vraiment à son maximum. J'ai vécu les très belles années de la banque 2000-2007. C'était fabuleux. C'est les 7 années où je suis restée à Aix-en-Provence avant de partir à Nice où ma fille est née. Et puis, j'adore cette région. Voilà, c'est la Provence, tout en étant proche de la montagne, proche de la mer, qui sont voilà les deux destinations. J'ai besoin de voir la mer, mais j'ai besoin de voir la montagne aussi. Et c'est vrai que géographiquement, de manière stratégique, je trouve que c'est vraiment voilà un endroit.
Un endroit très agréable où il fait bon à vivre. Et puis j'y ai gardé de très bonnes amies. Voilà. J'y ai gardé d'ailleurs aujourd'hui mes deux amies de longue date sont sur Aix-en-Provence. Donc il y a aussi cette attache-là qui est importante. Euh, Revenons du coup un peu sur ton parcours, parce que du coup on a un petit peu, c'est intéressant je trouve en termes d'histoire, on a un peu remonté le fil. Euh, Finalement on a parlé de la dernière expérience, on s'est arrêté un peu au coaching, et après cette Mm. formation de coaching, finalement qu'est-ce que tu as entamé? Est-ce que tu as poursuivi dans ce domaine du coaching? Est-ce que tu as fait autre chose? Alors non, j'ai pas, ben non, parce qu'effectivement, j'ai fait cette formation en 2021, donc encore une fois, hein, on reparle du Covid, mais bon, ça a quand même marqué beaucoup d'esprits à ce moment-là. Donc je me suis pas lancée. J'ai fait quelques formations en termes de management sur du séminaire, parce que avant que vraiment il y ait le confinement, on a eu la possibilité, j'ai animé deux séminaires au sein de mon établissement. Et à ce moment-là, effectivement, voilà, j'ai fait quelques formations en leadership, en cohésion d'équipe, donc je m'en suis servie. Mais je ne me suis pas installée en tant que coach. En revanche, je me sers de ma formation de coach tous les jours dans le management. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça a toujours été mon fil rouge. Et d'ailleurs, dans les affaires qu'on a eues après, parce qu'au-delà de l'hôtel-restaurant, j'avais aussi un restaurant en même temps dans la Clusa. Donc tout ce qui était effectivement la partie relation avec les équipes, recrutement, voilà, c'était moi qui m'en occupais et toute la partie pilotage aussi avec les équipes, c'est moi qui gérais. Ok. Et ça m'a beaucoup apporté, clairement. Et sur quels aspects, justement, je me posais la question, quels aspects où tu t'es dit, tiens, là, heureusement que j'ai eu ma formation de coach, où ça m'a aidé. Il y a des aspects en particulier où tu Ah t'es dit oui, que là, c'était, ouais. l'empathie, Ok. l'écoute, l'écoute active, l'empathie, savoir prendre du recul dans toutes les situations. Savoir dire non, savoir poser des limites, plein. Oui, oui, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore au quotidien. Ça m'aide encore au quotidien, oui, tout à fait. Ah, c'est vrai que le coaching, enfin, c'est le partage que je fais. Moi, je le vois même enfin, au niveau des relations. Hum, C'est vrai qu'on pense l'aspect pro sur des dimensions professionnelles, même dans nos relations. C'est vrai que quand enfin, on a vraiment un aspect de recul. Je te rejoins, forcément plus empathique, plus écoute active, parce que des fois on écoute. Mais voilà, il y a écouter et écouter, hein. C'est deux ouais, choses très, très différentes. Mais complètement. effectivement, je trouve que sur les relations, enfin, moi, c'est vraiment le constat que j'ai fait. J'ai dit, tiens, ça change beaucoup de choses. Ah Les oui. relations même proches, c'est impressionnant, ouais. Hum, Je vous rejoins aussi là-dessus, le coaching aide à développer pas forcément de meilleures relations, mais des relations plus saines en tout cas. oui. Plus saines, plus apaisées, plus compréhensives, les uns envers les autres. Hum, Et le point que vous avez soulevé, c'est on écoute pour comprendre et on n'écoute pas pour répondre. Et je trouve que hum. ça fait toute la différence en fait entre écouter pour comprendre et écouter pour répondre. Complètement. Et c'est là aussi où quand tu te positionnes justement dans cette posture avec tes équipes et que tu as des pairs, et c'est là où tu te rends compte que beaucoup de personnes devraient faire ça, devrait presque être obligatoire à partir du moment où tu manages tes équipes. Mm. Voilà. C'est parce que même soi-même, quand on voit parfois comment on peut être managé, on se dit, mais en fait, plutôt que de dispenser parfois des formations à tes équipes, déjà, voilà, coachons déjà les personnes à la tête de l'entreprise. Je pense que voilà, ça, c'est une étape pour moi qui est indissociable, c'est clair. Et tout le monde devrait être coaché. Et encore une fois, c'est pas pour mettre le doigt sur sur qui que ce soit, mais ça apporte tellement de bien-être après enfin, on arrive vraiment à manager l'humain de manière totalement différente. Et comme tu dis, avec une prise de recul, avec une écoute, et c'est vrai que aussi, on se rend compte que ceux qui n'ont pas fait ce travail-là, parfois, en fait, tu n'es pas compris. Tu passes pour la gentille, ou non, mais toi, tu es trop gentil, toi, tu veux te faire aimer, toi, non, en fait, non, vous n'avez pas compris, c'est pas ça, en fait. Mais voilà, et quand on parle quand on est sur de l'empathie, tout le monde ne comprend pas l'empathie.
Parce qu'on parle dans bienveillance, bienveillance, bienveillance. Aujourd'hui, c'est vulgarisé, la bienveillance. Bienveillance, voilà. Mais il en faut, évidemment. Mais moi, voilà, je suis plus vers l'empathie, hein. L'empathie, l'écoute. Moi, je dis qu'il n'y a pas de il y a pas de mauvaise personne. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise personne. En fait, il y a juste chez certaines personnes bah, des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas été mises en avant, des choses que lui-même peut-être n'a pas détectées. Et c'est nous, notre rôle de manager, si on est là pour être manager, justement, si on nous a choisi ou si en tous les cas on a pris ce rôle, c'est à nous d'aller chercher ce potentiel chez eux. C'est à nous d'aller leur faire découvrir ce potentiel. Et petite anecdote, quand j'étais dans la banque, à un moment donné, je suis sortie du réseau et j'étais animateur du marché des professions libérales. Donc j'encadrais une quarantaine de conseillers pros avec plus ou moins d'expérience. Et parfois, on faisait des mutations internes en agence. Et parfois, le même collaborateur dans deux agences différentes était totalement à l'opposé. Et dans l'une, le directeur me disait, non, mais ça ne va pas du tout, il est nul, il est... Et puis, en fait, quand tu le changeais d'agence, bah, tout se révélait. Et en fait, ton collaborateur, il performait. Mm. Donc, en gros, le nul, c'est pas lui. Le nul, c'est toi, en fait. Mm. Hein, pour résumer les choses. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment aussi envie d'accompagner justement les managers. C'est voilà, un secteur que j'aime beaucoup parce que je pense que les managers aujourd'hui qui n'ont pas fait ce travail-là, ils vont être dans la souffrance dans les années qui viennent. Il va leur manquer des clés, il va leur manquer des choses. Et en fait, avec les équipes et les nouvelles générations, mine de rien, ben voilà, il faut savoir s'adapter. Et voilà, cette formation de coaching, elle aide beaucoup, vraiment au quotidien. Encore une fois, je m'en sers tous les jours. Ouais, je suis complètement d'accord sur ce que tu dis et je te rejoins sur ce que tu as dit. Euh, on devrait tous se faire coacher. Mm. Parce que se faire coacher, ça veut pas forcément dire qu'on a des problèmes, ça peut vouloir dire éclaircir une situation, mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre. Et par mieux comprendre, c'est mieux comprendre soi, mieux comprendre ce que l'autre nous renvoie aussi, un peu l'effet miroir. Mm. L'exemple que tu citais avec cette personne qui disait ah l'autre est nul. Bah ouais, mais en fait, si tu vois chez lui quelque chose, c'est peut-être que tu vois pas chez toi ce côté nul, Exactement. donc tu vas le renvoyer en fait. Mm. Mm. Moi, c'est vraiment ça que je trouve puissant dans le coaching, c'est à quel point le questionnement et la posture que le coach peut avoir permet de renvoyer l'effet miroir à la personne qui est coachée en fait. Ok, bah tu le juges sur telle chose, bah toi où est-ce que tu le fais peut-être de manière différente, mais qui vient te créer cette friction à l'intérieur. Et C'est clair. toute cette posture-là, surtout en entreprise, et même de manière globale, mais encore plus en entreprise, est vraiment hyper passionnante. De toute façon, le coaching, avant de connaître les autres, c'est se connaître soi-même. Hmm. Voilà, déjà. Fais déjà ce travail sur toi et tu verras que ta relation avec les autres, elle va changer. Et encore une fois, et tu l'as souligné, et je suis complètement en phase avec ça, c'est-à-dire que bon, pendant longtemps, on a dit, ah là là, on n'osait pas dire quand on avait un coach parce que c'est qu'on a des problèmes. Non, en fait, on n'a pas de problème. On a certainement d'ailleurs que des solutions, sauf que bah, le coach, il est là pour nous aider à trouver ces solutions parce que parfois, on a la tête dans le guidon, parfois, on a des émotions, parfois, on a bah, des croyances limitantes, on a voilà qui fait que on ne voit pas ça. Et le coaching justement, c'est là. Enfin moi en tous les cas, ça a été une révélation par rapport à ça. Ah, de toute façon, il y a effectivement cette dimension aussi d'angle mort, et on en a Mm. tous. Et j'irai aussi sur la partie entreprise, il y a aussi le fonctionnement sous stress. Et ça, c'est aussi intéressant de voir Ah oui, les fameux drivers, les choses comme ça, parce que voilà, c'est vrai que même moi d'expérience, il y a des managers, quand tout se passait bien, c'était génial, etc. Mais quand ils étaient sous stress, c'était pas le même visage. Et et oui, effectivement, c'est voilà. Alors après, ça peut pas être parfait, bien sûr, hein, mais c'est vrai que quand on se connaît soi, ça évite aussi de rentrer dans Mm. des mécanismes, des fois dont on n'a pas envie, hein. D'ailleurs, c'est Bien ce que tu sûr. disais, hein, Et c'est des fois qu'on inconscient, fait, hein. qu'on peut être amené à faire inconsciemment aussi. Ouais, Tu parlais complètement. de stress, clairement, pas savoir gérer son stress quand tu es manager, je dirais que c'est voilà, c'est la première chose à travailler. Tu peux pas en tant que manager, enfin voilà, transmettre ton stress. Si tu es manager, c'est que justement tu dois arriver à le gérer.
Et ça, parfois, c'est pas que t'es pas bon, c'est juste que t'as pas appris ou t'as pas trouvé les bons codes, en fait. Et le coaching, il est là pour ça, il est là pour te donner les codes. Et c'est vrai que ouais, pour revenir sur, puis, enfin, en tout cas finir sur cette étape entreprise pour ma part, il y a ce côté, je pense, intéressant, comme tu disais, de faiblesse, parce que forcément, c'est aussi capter ce qu'il y a derrière nos Ouais. émotions. Et l'émotion en entreprise, chez les hommes, pour faire des généralités, hein, après c'est pas forcément tout le temps comme ça, mais ça existe pas ou peu beaucoup, et même chez les femmes, moi que j'ai vu manager, elles se calquaient souvent, et c'est un peu dommage, sur des modèles plus masculins, Mm, parce que c'est plus ce qu'on voit, mais et finalement c'est vrai que des fois elles n'ont pas leur place, alors que bah, il y a plein d'indicateurs intéressants à prendre en compte, mm. notamment sur, comme tu disais, en connaissance de soi, quoi. Ah bah, de toute façon, on est bien d'accord, évidemment. Évidemment. Et en plus, ça dépend des métiers. Mais il y a des métiers où les postes de dirigeants sont tellement bah, bien plus masculins que féminins. Donc, évidemment, les quelques femmes qui arrivent à gravir, parfois, elles idéalisent ce poste et elles veulent faire, en fait, tout le monde le fait, hein, de faire un peu comme l'autre, quoi. Dans l'idée, bah, lui, s'il en est là, c'est qu'il fait bien en fait. Mais non, sois toi-même. Si tu es arrivé à ce poste-là, c'est certainement pour justement toi, tes qualités, et n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Sois comme tu es. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a tout un. Enfin, voilà, je trouve on fait beaucoup, voilà, on parle beaucoup autour de ça, de la féminisation, des femmes à des postes de leader, des femmes dirigeantes, des femmes qui prennent des postes à haute responsabilité, comme si c'était quelque chose enfin, qui était un nouveau et deux, quelque chose d'exceptionnel en fait. Mais non, non, je pense que au contraire, pour moi, dans toute entreprise, un bon rapport équitable entre les hommes et les femmes, c'est important parce que des femmes, ça fonctionne pas non plus. Je pense qu'un bon équilibre, voilà, on a chacun, pour moi, on a chacun à sa portée. Hmm. On n'est pas constitué de la même manière, on n'a pas la même façon de réagir, on n'a pas la même façon de ressentir, on n'a pas les mêmes émotions, et ça, sans faire de généralité. Je veux dire, voilà, c'est comme ça, c'est génétique. Donc oui, un bon équilibre pour moi, c'est important. Hmm. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on voit dans certaines équipes, quand il y a un rapport déséquilibré entre hommes et femmes, très souvent, ça a du mal à fonctionner ensemble. Ah oui, bien évidemment, c'est un concours de... Ouais, après, c'est une bataille, quoi. Donc, ça a pas de... Et parce que je suis une femme, il va falloir que j'en fasse plus. Et parce que je suis une femme, je veux montrer que. Et parce que moi, je suis un homme, c'est moi qui aurai le poste. Et pourquoi elle? Et voilà. Hmm. Mais c'est des batailles sans fin. Et, Ça n'a pas lieu. et avec ton expérience et ton recul, à ton avis, ça vient d'où justement cette mentalité aussi bien chez les hommes que chez les femmes, de ce que t'expliquais? Ah bah ça, c'est notre éducation. Notre empreinte, je pense, très judéo-chrétienne en France, avec voilà, cette éducation et les hommes, les femmes. C'était la génération plus de nos grands-parents, en tous les cas pour moi. Mais enfin, les parents étaient un peu comme ça, hein. Moi, ma maman, tant qu'ils ont été en couple, maman travaillait pas, elle s'occupait des enfants. Voilà, c'est Hmm. ça aussi. Je pense que c'est oui, là, les générations précédentes et cette culture que nous avons depuis plusieurs générations. Hmm. Et Et des modèles d'éducation qui font que, voilà, c'était comme ça. C'était l'homme qui devait aller travailler et ramener l'argent et qui apportait la sécurité à la famille, et la femme qui devait être à la maison, s'occuper de la maison, entretenir, faire la cuisine, s'occuper des enfants. La maman devait être présente. Et aujourd'hui, c'est clairement plus ça. Et nos générations, nos enfants ont vraiment banni tous ces codes. hmm. Je crois que là, Et- cette génération est vraiment là pour rétablir l'équilibre en tous les cas, l'équité, mais surtout l'équilibre, je pense. Ouais. hmm. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les nouvelles générations ont tendance à, viennent rééquilibrer ça. Hmm. Et par rapport à ces rapports hommes-femmes que tu exprimais
dans le travail, quelle est pour toi l'influence, justement, éventuellement, s'il y en a une, en tout cas, des réseaux sociaux? Où d'un côté, tu peux avoir des discours très masculinistes où c'est l'homme qui a le pouvoir, la femme reste à la maison, et de l'autre côté, des discours féministes qui veulent prendre la place éventuellement des hommes et se venger, entre guillemets, bien évidemment, de cette société qui reste encore aujourd'hui assez patriarcale. C'est quoi ton regard, toi, là-dessus? Alors, moi, je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Pour moi, ni dans un sens ni dans un autre, c'est bon. Tous les extrêmes ne sont pas bons à Hmm. prendre. Voilà. Moi, encore une fois, je suis au-delà de l'équité. Il y a un équilibre et je suis plus pour un équilibre. Voilà. Hmm. Mais non. Et puis, quelle revanche? Je veux dire, bon, il y a pas de revanche à avoir sur quoi que ce soit. On se construit comme on est. Les femmes ont quand même toujours pu avoir leur place quand elles le souhaitaient, quand elles s'en sont donné les moyens. Euh, non, moi je reste très en recul de ça. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux, oui, on voit beaucoup de femmes voilà, qui militent. Mais non, voilà, moi je reste encore une fois, assez neutre. Je dis juste qu'effectivement, il faut un bon équilibre et que je pense qu'on est là, l'homme et la femme, pour se compléter. Encore une fois, qu'on a chacun des sentiments, des émotions différentes, des a priori parfois, un instinct différent. Et je trouve qu'au contraire, enfin, moi, j'ai toujours beaucoup apprécié travailler avec des hommes. J'y ai toujours trouvé un vrai équilibre. Voilà, même si parfois, oui, je suis aussi tombée sur des hommes machos, mais je suis aussi tombée sur des femmes voilà, qui voulaient aussi écraser les autres pour avancer. Donc, Hmm. je, je pense que voilà, comme dans tout, pas d'extrême, pas de... Voilà. Hmm. Ce fameux adage, il faut tout pour faire un monde. Exactement. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Comme les caractères, il faut de tout. S'il y avait que des gens fonceurs qui vivent à 200% toute l'année et voilà, bah ça fonctionnerait pas non plus. Et il faut des gens qui sont un peu moteurs, il faut des gens qui le sont un peu moins, qui sont plus stables, plus posés. Dans une équipe, il faut un peu de tout. Il faut un bon équilibre. Hmm. S'il y a que des leaders, ça peut pas marcher de toute façon. C'est vrai. Parce que chacun va vouloir prendre le pouvoir sur l'autre et Exactement, exactement. Et puis faut des spécialistes. Voilà, il y a des gens qui resteront au même poste toute leur vie, qui pendant 20, 30 ans vont faire le même travail. Et c'est pas pour ça qu'il n'a pas d'ambition. Ça se respecte. Et moi, c'est ce que j'appelle ça des spécialistes, c'est-à-dire qu'ils sont spécialistes de leur métier. Et il en faut. Il en faut aussi. hmm. C'est très intéressant cette notion de spécialiste que tu viens de partager, et en même temps cette ambition, c'est-à-dire qu'il a peut-être pas d'ambition, enfin peut-être pas, il a peut-être pas la même ambition au niveau professionnel, mais il peut avoir, pour lui, être spécialiste dans un métier et faire ça pendant 20 ans lui permet d'avoir d'autres ambitions sur le plan personnel, mais qui n'est peut-être pas Exactement. partagé en fait au niveau professionnel, et en fait ça appartient vraiment à chacun d'avoir sa propre ambition de ce qu'on veut accomplir en fait en fonction de ce qui nous passionne, de ce qu'on aime faire et ainsi de suite. Tout à fait. Et puis, l'essentiel, c'est de s'épanouir. Voilà. Hmm. Donc, à partir du moment où on est épanoui, et puis comme tu dis, effectivement, le travail, tout le monde n'est pas un acharné du travail. Et c'est pas pour ça qu'on est meilleur ou qu'on est moins bon. Hmm. C'est juste que on trouve son équilibre de manière différente, c'est qu'on trouve son bonheur de manière différente. Voilà, il y a la place pour tout le monde. Hmm. Et moi, je reviens sur cette notion d'équilibre, effectivement, enfin, je trouve qu'elle est tout à fait juste, parce que l'équité, même biologiquement parlant, entre un homme et une femme, enfin, on peut pas être équitable. Enfin voilà, Non, on a des cycles différents, on a des fonctionnements différents. tout à fait. Je veux dire, le corps, voilà, fait des choses aussi très différentes, et la femme peut faire un enfant, donc enfin, voilà, c'est quelque chose comme d'incroyable quand on y pense. Donc, c'est vrai que, enfin, tu le disais plusieurs fois, le mot équilibre, il revient souvent, et je me disais, bah, c'est quoi ton équilibre idéal aujourd'hui? Alors, mon équilibre idéal aujourd'hui, justement, bah, c'est de faire ce, ce qui me plaît, ce qui me procure du bien et du plaisir, ça c'est clair. Et c'est de travailler avec des gens qui ont la même vision que moi, les mêmes valeurs, qui portent les mêmes valeurs.
qui sont pour moi déjà la loyauté, l'authenticité, le respect, voilà, et la reconnaissance, parce que j'estime qu'on a tous besoin, même à petite échelle, de reconnaissance, surtout quand on est quelqu'un de très engagé et de très investi. Et donc, c'est ça mon luxe aujourd'hui. Voilà. Mon luxe, c'est de me réveiller tous les matins, de me dire la vie est belle. Tous les matins, je suis boostée par les gens que je vais rencontrer, par les liens que je vais créer, par tout ce que je vais faire dans ma journée. Et même si c'est aussi mes loisirs, je fais du sport, j'y suis très attachée. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais le bien-être du corps et de l'esprit est aussi très important. Donc, depuis 2 ans, je me suis mise à la pratique du yoga et pour quelqu'un comme moi, de très, très dynamique, voilà, toujours à 200 à l'heure, ça fait énormément de bien de savoir se poser, chose que je ne savais pas faire. Donc, voilà mon équilibre aujourd'hui. Mhm. Ok. Moi, j'aimerais qu'on aborde un point qu'on n'a pas encore exprimé. Tu parlais Mhm. que tu aimais travailler avec des personnes qui partageaient les mêmes valeurs que toi sur la loyauté, l'authenticité. Et en introduction, Thomas nous a partagé enfin, même toi tu l'as partagé, que tu as vécu des trahisons. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans les trahisons que tu as vécues? Alors, la trahison qui m'a le plus marquée, c'est pas une trahison, c'est pas celle d'un adversaire, tu vois. C'est surtout la trahison d'une personne qui, pendant longtemps, a été un peu mon exemple. Je dirais pas jusqu'à un mentor, mais voilà, quelqu'un, je me disais, waouh, enfin voilà, là où elle est arrivée, son épanouissement, ce qu'elle fait, enfin voilà, je la suivais, voilà, c'était vraiment quelqu'un qui me portait en fait. J'étais plutôt admirative d'un œil extérieur. Je la connaissais à titre personnel, donc c'était aussi voilà, je la connaissais dans son rôle d'épouse, son rôle de maman. Euh, et effectivement, bah, ça m'a obligée quand même à revoir ma naïveté et puis à grandir dans le discernement. Voilà, cette trahison, Hmm, si on peut résumer cela. hmm. Ouais, je comprends totalement. C'est vrai que être trahi par ses ennemis en soi, c'est pas vraiment gênant, mais être trahi par ses amis, c'est vrai que c'est plus difficile, plus compliqué à vivre. Et quand Mm. ça arrive, bah, c'est vrai que ça met une claque, on va dire. Que Oui. pour avoir vécu des trahisons par des amis aussi, c'est vrai que c'est quand tu l'apprends, c'est fou. C'est Mm. assez challengeant, mine de rien. Mm. Alors, parfois, sur le coup, tu le vis pas de cette manière-là, mais après, voilà, avec le recul, tu apprends des choses, Hmm, et oui, tu te dis, en fait, elle a trahi, au-delà de trahir l'amitié, parce que ces personnes-là, moi, j'ai toujours su faire la part des choses, j'ai toujours eu des amis dans le milieu professionnel, ça m'a jamais posé de problème, j'ai toujours su faire la part des choses. Quand j'arrive au bureau, voilà, je sais vraiment cloisonner, en fait, vraiment. Et là, en fait, cette perte de confiance, le fait de supposer des choses, le fait oui, ça a été vraiment une trahison, oui, assez difficile. Difficile parce que je me suis vraiment sentie bah, touchée au plus profond de mes valeurs, parce que, ben oui, quand en plus on t'avance des choses qui sont, où toi, tu sais que c'est faux, et qu'en fait, t'as plus d'arguments, tu es à court d'arguments parce que de toute façon, cette personne-là, elle s'est déjà fait sa propre analyse et elle a ses propres convictions. Sans preuve, mais elle a ses convictions. Donc, de toute façon, tu peux rien apporter. Tu peux rien avancer. Donc, comme j'ai dit à ce moment-là, séparons-nous. hmm, Voilà, à un moment donné, comme je dis, quand tu n'es plus en phase et quand tu n'as plus confiance, il vaut mieux se séparer en bons termes. Et voilà, on arrive à la fin d'une histoire, et bien voilà, on se sépare. Mais j'aurais jamais pu continuer à travailler avec quelqu'un qui aurait eu quelques doutes que ce soit. Je suis quelqu'un de trop engagé, trop investi dans ce que je fais. Je suis tellement loyale hmm. que,
que c'est quelque chose c'est au-delà de mes forces en fait, au-delà de mes forces. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, dans ces moments-là, vaut mieux Hmm. choisir et se séparer. Voilà. Il vaut mieux se choisir, parfois aussi. Oui, bah, complètement. Puis alors moi, pour le coup, ça a vraiment, enfin voilà, ça a vraiment été ça. Quand la loyauté elle est plus réciproque, je veux dire, bon, ça bouscule profondément, Hmm. mais vaut mieux, voilà, vaut mieux partir. Comme je dis, c'est voilà, rester fidèle à tes valeurs, garder la tête haute, voilà. Même si, voilà, c'est une rupture on a besoin de se faire confiance quand on travaille. Hmm. S'il n'y a pas de confiance, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, moi, je fonctionnais comme ça avec mes équipes, c'est-à-dire que j'accordais beaucoup de confiance. Alors après, c'est pas parce que tu accordes de la confiance et que tu amènes à l'autonomie tes équipes que tu n'es pas non plus dans le contrôle et c'est pas non plus la porte ouverte à tout et je me décharge pas pour dire au cas où il y aurait un problème, comme ça, c'est pas ma faute, c'est celle des autres. Bien au contraire, c'est pas du tout ça. Mais j'ai toujours été dans faire grandir autour de moi. Et les équipes, faire à leur place, ils grandiront jamais en fait. Donc Hmm. à partir du moment où tu décides d'accorder ta confiance, ça n'empêche pas le contrôle. Mais par contre, si tu contrôles pas, il faut pas venir non plus, euh, apporter des arguments alors que tu n'as pas contrôlé. En fait, tu n'as pas la preuve. Et moi, les on-dit, c'est quelque chose ça me répugne en fait. Hmm. On a dit que, j'ai entendu dire que, c'est ça, jamais. En fait, moi, à chaque fois que j'ai eu des échanges avec mes collaborateurs, à chaque fois, je veux dire, les choses étaient factuelles. J'avais et d'ailleurs, c'est très important. Pour moi, c'est même le respect de l'être humain. On fait tous des erreurs. On peut tous avoir fait des erreurs, on peut tous, je veux dire, personne n'est parfait, hein, et loin de là. Mais quand on a quand on n'est pas en accord, vient de manière factuelle vers la personne. Hmm. Et en fait, c'est ça à chaque fois qui a manqué. Et pour moi, ça, c'est inacceptable en fait. Hmm. Et pour le coup, enfin, pour moi, voilà, la personne que je mets, puisque normalement, quand vas travailler pour quelqu'un, c'est que bah, justement, cette personne, elle te porte, voilà, tu as envie de lui ressembler, tu as envie. J'ai toujours eu des mentors, même dans la banque, j'ai des personnes voilà, à qui j'ai souvent demandé des conseils. Et en fait, quand cette personne-là, elle réagit comme ça, mais en fait, vous avez tout qui s'effondre en fait dans ces moments-là. Parce que vous dites, en fait, toi, tu la mettais là, mais en fait, elle est, en fait, elle est, ouais, tout en bas, en fait. Hmm. Et ouais, ça bouscule. Ça bouscule Hmm. beaucoup. En tous les cas, moi, je suis quelqu'un, en plus, qui vit aussi avec l'émotion et je donne beaucoup. Donc, bah, évidemment, voilà. Le travers, c'est que quand on est blessé ou quand on est déçu, ben, ça fait mal. Hmm. Ouais, il manque cette reconnaissance dont tu parlais tout à l'heure, finalement, quand tu donnes, ne pas avoir la reconnaissance que tu penses, enfin, que tu aimerais avoir. Mm. Et par rapport à cette reconnaissance, je voulais te questionner sur ce besoin, enfin, pas ce besoin, mais ce contrôle. Tu disais, moi j'aimais bien laisser les équipes en autonomie pour les faire grandir, mais garder enfin, en tout cas, contrôler ce qui se passait. Est-ce que pour toi, tu associes contrôler ce qui se passait pour avoir un œil dessus avec la reconnaissance du travail fait des équipes? Bah oui, parce que justement, c'est en contrôlant. Alors le contrôle, attention, j'entends vraiment au sens Hmm. étymologique du terme, c'est-à-dire quand je vais contrôler le travail, c'est-à-dire tu vas me parler de ce que tu as fait, je m'intéresse à ce que tu as fait, donc rien que ça, c'est effectivement de la reconnaissance. Parce que qu'on te donne de l'autonomie dans tes tâches, qu'on te laisse carte blanche, c'est très bien. Mais à un moment donné, il est important, et même toi-même, tu as besoin de ça. Tu as besoin que la personne qui t'a laissé de l'autonomie, elle ait aussi conscience du travail que tu fais et elle ne peut avoir conscience que si elle vient à tes côtés et qu'elle a oui, qu'elle partage, qu'elle contrôle le travail qui a été donné, qu'elle soit là un peu, voilà, en appui.
Et au moins, factuellement, bah oui, ça reste de la reconnaissance puisqu'elle est venue, elle est venue voir ton travail, elle s'est intéressée à ce que tu as fait, malgré qu'elle t'ait laissé, et tant mieux, elle va certainement te dire que tout est parfait. Mhm. Ok. Ouais, moi c'est intéressant parce que je pensais à cette histoire de loyauté. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné finalement où ça aurait pu aussi te desservir? Parce que c'est vrai qu'une valeur, ça peut servir et puis ça peut desservir aussi. Est-ce qu'il y aurait un autre contexte où, ouais, où tu te dis là, enfin, enfin, je rejoins l'aspect, tu disais, moins naïve. Mm. Est-ce que c'est en lien, ouais, avec la loyauté? Enfin, est-ce qu'il y a un moment donné où ta loyauté aurait pu te desservir? Oh bah, parfois, effectivement, peut-être d'être parfois trop transparente, de trop partager les choses, de trop dire, parce que la vérité blesse, hein, on le sait tous, hein, on sait très bien qu'on n'aime pas parfois entendre la vérité, même si on sait que la personne a raison, mais parfois, savoir se remettre en question, c'est pas donné à tout le monde. Donc, oui, moi, parfois, j'ai dit des choses de manière, oui, en toute transparence mais pas dans un but, comment dire, de critiquer mais plus dans une perspective d'avancer ensemble, de construire et en tous les cas, voilà, de remise en question en fait. Mhm. Et parfois, oui, bien sûr, parfois de dire les choses. Tout le monde n'a pas cette capacité. On parlait de j'écoute et j'entends. Voilà, on est complètement dedans. Et moi, pourtant, je suis dans la communication même en famille. Je trouve que, enfin voilà, faut savoir se dire les choses. Ça sert à rien de rester sur des blocages et sur des non-dits. Et c'est justement en communiquant qu'on fait avancer les choses. Et justement, encore plus en amitié, l'amitié, on doit être capable de pouvoir tout se dire. Autant quand les choses vont bien que quand les choses vont moins bien. S'il y a quelque chose qui nous a contrariés, si on n'est pas en phase, on a le droit de s'exprimer et chacun d'avoir son point de vue. C'est OK, ça, en fait. Enfin, pour moi, c'est OK. Bah, je me posais, moi, enfin, il y a une remarque que je me dis, est-ce qu'un vrai ami, finalement, c'est aussi celui qui te dit quand ça va pas? C'est Bah, peut-être ça, bien un vrai sûr, ami. Voilà. mais c'est ça, C'est un pas vrai quand tout ami. va bien. Exactement. Je suis complètement d'accord. Mm. Et dans le travail, j'estime que ça doit être pareil, pareil. On doit être capable de pouvoir dire à son manager à un moment donné si on n'est pas en phase, si on n'est pas d'accord, si donner son point de vue. Peut-être que c'est pas le bon, hein, mais c'est pas grave. Au moins, naît de là une discussion, un échange. C'est tellement plus constructif. Mais voilà, malheureusement, et on en revient au manager coach. Et le nombre de managers qui sont pas coachés et qui pensent que parce qu'ils sont arrivés à ce poste-là, ils ont la science infuse et que de toute façon, à ce poste-là, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui de toute façon feront passer les messages. Et en fait, il y a même pas de discussion possible, en fait. Et ça, pour moi, c'est un manque cruel d'intelligence. Alors, on parle d'intelligence émotionnelle, mais pour moi, c'est déjà cruellement un manque d'intelligence. Tu peux pas évoluer, hein. Clairement, Non. enfin, bon, après, on peut ne Bah, pas disons que être tu as tes très, limites, quoi. Et puis, bah, c'est le ça. sujet, c'est que tant que tu as avec toi des gens qui n'ont pas un niveau d'intelligence ou de culture ou d'ouverture d'esprit pour arriver à le ressentir, ça passe. Sauf qu'en fait, ces gens-là n'acceptent pas d'avoir avec eux des gens qui supposent, ou en tous les cas, où ils prennent conscience de leurs limites. Et là, ils ont le sentiment qu'on empiète sur eux. Et là, évidemment, vous êtes les pièces à abattre, évidemment. Ouais, intéressant. C'est leur ego. C'est Mhm. Ouais, aussi ouais, une ouais. question d'ego, hein. Ah bah clairement. Beaucoup de managers ont un ego tellement surdimensionné que la remise en question est encore plus sur nos générations. Quand tu arrives à 45 ans, et certains ont l'impression qu'ils ont tout vu et qu'ils savent tout et qu'ils sont arrivés à ce poste-là et que c'est le Graal. Donc en fait, aujourd'hui, on doit plus pouvoir les remettre en question ce qu'ils disent, ce qu'ils font, les directions qu'ils vont prendre, la stratégie qu'ils vont prendre, alors que en discutant, et d'autant plus quand vous avez des métiers où effectivement vous avez de l'opérationnel et du stratégique,
s'il n'y a pas de lien entre les deux, à un moment donné, enfin, on a tous entendu, ouais, non, mais au siège, ils font ci, le Mm. siège, ils sont pas sur le terrain, non, mais eux, ils sont pas dans la vraie vie. Moi, j'ai toujours fait des fonctions support. Moi, j'ai jamais appelé ça le siège et je l'ai vécu chez HSBC et je l'ai vécu dans le dernier groupe hôtelier. Euh, pour moi, ça a toujours été des alliés. On doit travailler main dans la main, en fait. C'est pas parce qu'ils sont pas dans le terrain. Justement, oui, ils ont cette capacité d'avoir ce recul. Et parfois, en plus, comme ils ont plusieurs business en même temps, ils ont aussi de la comparaison possible. Nous, on est la tête dans le guidon, on est en opérationnel. Et bah, parfois, on a justement besoin d'eux, de cette prise de hauteur. Donc, on devrait toujours pouvoir travailler main dans la main. Or, aujourd'hui, l'humain est souvent pas fait comme ça. Ouais, c'est vrai que sur les fonctions support, c'est marrant parce que ça me fait très écho, hein. J'ai travaillé dans Bah la oui, communication pendant 10 ans. Alors, bah la oui, communication, pour ça c'était que je t'en parle. Mm. exactement. Tout était très facile à faire très rapidement, mais et effectivement, c'est vrai que enfin, pour ceux qui l'avaient compris, du moins, quand c'est fait avec un regard extérieur et enfin sur des stratégies, c'est vrai que c'était beaucoup plus efficace que Bien sûr. moi dans la com, on m'appelle la veille pour le lendemain. Oh là, j'ai un truc, un service à promouvoir ou une formation. À l'époque, moi, c'était dans les formations. Fait que ce soit fait le jour dans enfin, la veille pour le lendemain, mais voilà, ça part avec une vraie stratégie et je trouve qu'effectivement, ça demande de ressortir. Enfin, les deux sont intéressants. Et même moi, en tant que fonction support, je me suis rendu compte qu'une époque, j'allais pas assez sur le terrain. Et je me suis rendu compte effectivement que le regard est différent quand on est sur le terrain. Donc, il y a vraiment là aussi un équilibre à avoir et ça Ouais, peut pas être tout l'un ou tout l'autre, quoi. Mm. complètement. Tout à fait. Mm. Est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais encore réaliser aujourd'hui ou est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui, tu as atteint tous tes rêves? Ah non, j'ai pas atteint tous mes rêves. Ah non, mon rêve, ça serait vraiment d'arriver à transmettre le maximum de ce que j'ai encore envie d'apprendre déjà. Et puis de continuer à me remettre en question tous les jours, en fait. J'ai encore envie d'apprendre tout le temps. Et oui, bien sûr qu'on a toujours des rêves. Et je me construis par les rêves. Hmm. Et quand tu étais petite, quel était un rêve que tu avais? Quand j'étais petite, j'avais envie de déplacer des montagnes. J'avais envie d'être grande, de faire quelque chose de grand. Voilà, c'était vraiment, c'était ça, c'était découvrir le monde. C'était même pas, tu vois, d'aller découvrir la ville à côté. C'était tout devait être grand en fait. Hmm. Ok. Ouais, c'était ce rêve de grandeur en fait. Hmm. Déjà enfant peut-être, je le vois comme ça, Ouais. être dans le monde adulte pour créer, Hmm. pour Ouais, créer des choses. c'est ça. Hmm. Et Et, et là, on a parlé des rêves. Quel est ton souvenir le plus heureux? mon souvenir le plus heureux, écoute, c'est un peu basique, hein, mais je pense que tout à l'heure on en a parlé, mais mettre au monde, je pense, voilà, la plus belle chose qui puisse exister. C'est vrai que nous, les femmes, on a cette chance-là de porter la vie et de mettre au monde, Hmm. et c'est vraiment mon souvenir le plus heureux, oui. Ok. Et à contrario, s'il y en avait un qui était peut-être le plus difficile, ce serait lequel? Le plus difficile, c'est, tu vois, j'hésite. Alors, vraiment, le plus difficile, c'est peut-être la séparation de mes parents. Parce Ok. que j'idéalisais la vie de famille et j'avais 10 ans. Donc, pour une petite fille, 10 ans et demi, tu vois, je rentrais en sixième. C'était en plus, bon, à cette époque-là, il y en avait moins qu'aujourd'hui, des familles dissociées. Et oui, il y a un petit modèle. Déjà, mon père était pas souvent là, donc tu vois, j'avais déjà pas une famille très soudée. J'ai une sœur. Et en fait, ouais, je pense que c'est ça, parce que 10 ans et demi, je me voyais faire des choses, faire des voyages, apprendre des choses avec mon papa, ma maman. Et je pense que j'ai très mal vécu le divorce de mes parents. Hmm. Donc, je dirais que c'est vraiment celui-ci. Au-delà des miens et de la séparation avec le papa de ma fille, où malheureusement, là aussi, ça a été difficile parce que c'est pareil, déjà que moi, j'avais mal vécu le divorce de mes parents. Évidemment, je n'avais pas envie de retranscrire ça pour ma fille. J'aurais tellement rêvé, voilà,
quel est ce cocon familial et cet encadrement. Mais bon, la vie est ainsi. Puis bon, voilà, faut pas avoir de regrets. Mais oui, je pense que les séparations, en fait, je n'aime pas les séparations. C'est à tout Ouais. point de vue. Bah, c'est vrai que les séparations, ça peut être difficile, mais ça peut aussi ouvrir un chapitre aussi bien pour nous que pour l'autre personne vers une autre histoire, vers quelque chose de plus aligné et de peut-être plus authentique, plus vrai, plus juste, plus équitable par rapport à ce que tu exprimais tout à l'heure dans les relations professionnelles. Ça peut aussi se retrouver dans les relations personnelles. Bien que les séparations, je pense en tout cas, sont rarement évidentes à vivre. Tout à fait. Mais tu as raison, tu vois, j'ai quand même moins mal vécu mon départ là au mois d'août dernier que le départ au bout de 25 ans dans la banque. C'est Hmm. certain, c'est certain. Disons que je l'ai appréhendé différemment. Voilà. Je dis Hmm. pas que j'ai pas été blessée et que ça n'a pas été quand même difficile, mais j'ai vite rebondi. Hmm. Voilà, j'ai vite pris de la hauteur, j'ai vite fait la part des choses, et comme tu dis, je me suis dit, écoute, voilà, c'est que c'était encore pas voilà, le bon moment pour ça et qu'il y a encore quelque chose d'autre qui m'attend derrière et certainement que c'était pas l'accomplissement, voilà, parce qu'en fait, je me voyais, moi, dans ce poste, ben, voilà, encore pendant les années d'études de ma fille, je m'étais fixé 5 6 ans. Voilà. Et je me dis que bah non, en fait, c'est chouette parce que j'ai un nouveau challenge et je vais encore créer des nouvelles choses et ça me booste, en fait, ça me booste au quotidien. Hmm. Donc, je me dis que voilà, c'est autre chose. Ouais, quelque chose qui se ferme pour créer autre chose Hmm, c'est de, ça. de plus profond, aligné. C'est vrai que moi Hmm, j'aime bien cette image de livre qui se ferme, de chapitre qui se clôt pour en ouvrir un autre. Si on part sur la hmm, métaphore un peu littéraire, chaque relation, pour moi, est éphémère, parce que de toute façon, on meurt tous un jour. Donc de base, une relation, c'est éphémère, sur un hmm. plus ou moins longtemps, enfin long terme dans notre vie, mais que ça dure 1 an, 5 ans, 10 ans, on a tous à apprendre des uns des autres, et si à un moment il y a une relation qui se termine, bah c'est qu'elle doit se terminer en fait. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire alors, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans la vie? Et si oui, quelle est-elle? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a 2 personnes qui m'inspirent professionnellement, on va dire, hein. Bah, c'est Franck et Cédric. Parce qu'en fait, Franck et Cédric, mes anciens coachs, c'est vrai que on a un peu le même parcours de vie, surtout avec Cédric, parce que je suis plus de pas Cédric, pardon, plutôt avec Franck, parce que je suis de la génération de Franck. On a le même parcours, on a fait de la banque pendant plus de 20 ans. On est arrivé à la fin d'une histoire de la même manière, on a fait du coaching, puis voilà, il manquait encore quelque chose. Et aujourd'hui, je trouve que, enfin, je les trouve fascinants, en fait. Ils ont trouvé leur équilibre, ils font une passion de leur métier, ils sont en pleine nature, donc ils sont enfin, en fait, en accord total avec leurs aspirations et dans un élément naturel qui, moi, me parle beaucoup. Je me rapproche de plus en plus à la nature, je ne sais pas si c'est l'âge, mais... Et en fait, oui, tous les deux, ils m'inspirent beaucoup. Voilà, j'aimerais arriver à. J'avais encore Franck dimanche au téléphone et tu ressens tellement de sérénité, tellement de bien-être, tellement de sourire dans la voix. Je me dis en fait, c'est ça ce que je veux moi aussi. Donc il m'inspire beaucoup aujourd'hui. Ouais, je pense qu'ils écoutent en tout cas. Enfin, je sais que Cédric, qui nous a suivis sur le Bouscant, écoute le podcast. Donc, un petit coucou à Franck et Cédric. Je pense qu'ils seront Ouais, ravis aussi d'entendre ça. C'est très tout, chouette. tout à fait. Et ils savent que je porte voilà, une grande amitié sincère et une grande admiration à ce qu'ils font. Et voilà, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Mm. Et une question qui ressemble un peu à celle de Thomas, elle est encore légèrement différente. Qu'est-ce qui te rend riche aujourd'hui dans ta vie? Les relations humaines que j'ai construites pendant toutes Mm. ces années, je pense que c'est ce qui me nourrit aujourd'hui au quotidien et toutes les futures rencontres. Encore aujourd'hui, j'ai fait une très belle rencontre avec un photographe et un amoureux de la nature
qui fait de très beaux reportages, qui a un blog magnifique sur les voyages, alors qui met en valeur évidemment notre très belle région, la Haute-Savoie, le lac Nancy évidemment, mais on a discuté pendant 1 heure et demie et cette personne-là, vraiment, elle m'a enrichi énormément là, pendant nos échanges ce matin et vraiment, c'était vraiment chouette. Ça, tu vois, il y avait plein de points communs sur des régions visitées, sur l'approche de la photo, du visuel, la beauté des lieux, le charme de notre pays. Enfin, tu vois, et ouais, c'était vraiment très, très chouette. Et c'est ça qui me nourrit encore aujourd'hui, Hmm. J'ai toutes l'impression ces belles que rencontres. j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur dans ta vie, c'est vraiment la relation humaine. Dans tout ce que tu Mm. nous as partagé, que ce soit dans la banque, dans l'hôtellerie, même encore aujourd'hui, c'est vraiment la relation humaine qui a guidé en Ah fait oui. tous tes choix de vie Mm. de pro ou perso. Oui, tout à Hmm. fait. J'ai toujours dit, je m'enrichis beaucoup des autres. Hmm. Et c'est vrai que mine de rien, ce que tu disais à travers tes déménagements, quand on voit des cultures différentes, même en restant en France, chaque ville Mm. a sa propre culture, chaque ville peut avoir sa gastronomie, chaque région, Son histoire. son Mm. histoire. On s'enrichit énormément des autres rencontres dans la manière de penser, la manière de vivre, la manière de voir le monde. Et c'est vrai que ça ouvre des perspectives qu'on n'a pas, ou qu'on a peut-être moins en tout cas, en ne partant pas à la rencontre d'autres personnes. Oui. Et puis je pense que, bah, tu le disais aussi, c'est aussi cette aisance à aller vers les autres. Je pense que la personne que j'ai rencontrée ce matin, tu vois, on se connecte sur LinkedIn, on se fait un petit message. J'aimerais vous présenter. Il fait de très beaux livres, justement, sur la Haute-Savoie, Annecy, bon. Et avec ses propres photos, ses propres textes. Enfin, tu vois, il crée, il édite. C'est vraiment très chouette. Voilà, une petite connexion sur LinkedIn. J'aimerais vous présenter ça. Je vous appelle de la part d'un tel. Est-ce qu'on peut se voir? Mais bien sûr, on se boit un café. Et voilà. Et en fait, c'est aussi ne pas avoir peur d'aller vers les autres, ne pas avoir peur de forcer parfois des portes. Voilà, moi, j'ai jamais eu peur de ça. Alors, je sais pas, c'est pareil que c'est le bélier, ça fait partie des traits de caractère de foncer porte baissée, même si maintenant je force moins fort, mais je pense que oui, ça en fait partie. Ouais. Mm. Ouais, c'est une belle qualité. C'est vrai que on peut être aussi drivé très par ce côté un peu peur de déranger, peur de si. Et c'est vrai que, enfin, je l'ai reconnu dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté, qui est un petit peu près sur le même sujet que moi, en coaching. Et donc, je trouve ça très chouette parce qu'on aurait pu se dire, bah tiens, est-ce qu'elle est fait un peu pareil, etc. Et au contraire, enfin, il y a beaucoup de complémentarité. Enfin, je vois aussi beaucoup les choses comme ça. En tout cas, Mm. aujourd'hui, peut-être qu'avant, j'étais peut-être un peu plus méfiant. Et je trouve que c'est tellement plus agréable bah, d'être drivé par ça plutôt que la peur de dire, attends, est-ce que je vais déranger? Est-ce que si? Bon, si ça le fait pas, tant pis. Mais quand ça le fait, c'est génial, quoi. Moi, j'ai toujours dit, il faut oser. Oser. Si on vous Mm, dit non, on vous dit non. Mm. Mais si on vous dit oui, quelle satisfaction. mm, c'est clair. C'est clair, la seule chance qu'on a, c'est que ce soit accepté, très souvent. Mm. C'est ça, exactement. Euh, Si tu pouvais parler à la petite Karine qui a 10 ans, quels sont les trois conseils que tu lui donnerais aujourd'hui avec ton vécu et ton expérience de vie? Alors, je dirais en premier, ne cherche pas à être aimé, cherche à Mhm. être aligné. Euh, je pense que je lui dirais d'apprendre plutôt à poser ses limites. Ok. Voilà. Et je dirais aussi que je lui dirais ta valeur, elle ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Hmm. Trois conseils hyper adaptés, je trouve, à l'époque d'aujourd'hui. Voilà. Euh, Mm. et sur les trois, lequel te paraît le plus précieux aujourd'hui? Ne cherche pas à être aimé, mais reste aligné. Hmm. Cherche à être aligné. Ça, Ok. c'est sûr. Hmm. Être aligné avec qui tu es, Oui, en fait, ce que je comprends, c'est aime-toi toi-même d'abord avant de vouloir être oui, aimé par les autres finalement. tout à fait. Hmm. Ok. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais on passe au
aux questions de Karine pour nous. Ah ah Complètement. ah! Ouais. On voit le sourire de Karine pour ceux qui écoutent ça sur Spotify. Karine a un énorme sourire à l'idée de nous poser des questions. Je sens que ça va être challengeant pour Thomas et moi, mais ça va être très drôle. Euh, Parfait. On fait un petit rappel rapidement en expliquant que pour ceux qui découvriraient, en fait, à la fin de chaque interview, on a proposé à notre invitée Karine de nous préparer 6 questions et donc dont on n'a pas connaissance. Parce que voilà, le but c'est que ce soit Mm, direct. C'est un peu le plaisir de l'inviter parce qu'il se fait aussi un petit peu questionner, donc il prend ce plaisir-là aussi à son tour à la fin. mm. Et donc on va choisir un chiffre entre 1 et 6 et puis on va peut-être répondre à 2 questions chacun, Stéphane. Mm. Ouais, pas sur Deux ça. questions, ça me paraît bien, oui. Est-ce que tu veux Euh, commencer? oui, bah écoute, avec plaisir. Tiens, je vais prendre le chiffre 5. Allez, alors, à quoi ressemble ta vie quand personne ne te regarde? Ouh, je m'attendais pas à ce genre de questions, mais c'est très très intéressant. Quand personne ne me regarde, je dois dire que ma vie, ça ressemble à quelque chose de très simple. Randonnée, sport, euh, travail introspectif aussi. Je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions, parfois même trop. Euh, Ce qui fait que mon cerveau fume régulièrement. Euh, Dommage qu'il n'y ait pas l'image comme dans les dessins animés, de la fumée qui sort des oreilles. Mais ouais, j'ai une vie très simple en fait. Enfin, j'aime avoir une vie très simple. Je suis pas quelqu'un qui va être très matérialiste dans le sens de l'opulence. J'aime Mhm. m'acheter des belles choses quand j'en ai besoin principalement, et même de temps en temps, mais je suis pas quelqu'un qui va être dans l'opulence matérielle ou dans l'opulence financière. Donc ouais, c'est vraiment une vie très simple. Randonnée, sport, jeux vidéo, lecture, travail introspectif, travail pour mon entreprise aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une vie simple. Enfin en tout cas une vie simple pour moi, une vie qui me correspond. Très bien. À mon tour, alors vu que Stéphane m'a volé le 5, mais c'est parce que la dernière fois je lui ai pris le 5, donc il Exactement, s'en souvient. c'était une petite vengeance. C'est de bonne guerre. Je vais prendre le 3 moi. Est-ce qu'il y a une vérité sur toi que tes coachés, pardon, ne soupçonnent pas? Très bonne question. Euh, je pense effectivement, et peut-être des fois c'est marrant parce que je retrouve un peu comme Stéphane, une part de moi un petit peu, peut-être un peu perfectionniste, donc peut-être un peu stressé, un petit peu contrôle, etc. Ou un petit peu agité. Et c'est vrai que pour certains coachés, je pense qu'ils ne sentent pas forcément, j'arrive à, on va dire, un peu poser le tout. Donc, alors que des fois, je suis aussi agité, un peu faux calme. Voilà. Je pense que les gens pensent que je suis quelqu'un de très posé, très calme. Alors, je suis pas forcément tout le temps très calme. D'accord, très bien. Euh, Stéphane, je vais prendre la numéro un. à quel moment dans ta vie tu t'es senti totalement illégitime? Ouf. Euh, Oh, il y a eu plusieurs moments où je me suis senti totalement illégitime. Quand j'étais en boucherie, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être coach, j'étais boucher. Euh, à un moment où j'étais en boucherie et je me demandais ce que je faisais là. Euh, Dans le sens où je voyais mes collègues boucher travailler hyper bien la viande et moi j'étais là en train de forcer sur mon couteau à pas y arriver. Et en même temps, à cette époque-là, j'avais pas ce recul que j'ai maintenant de bah ouais, mais moi ça fait 2 mois que j'apprends, eux ça fait 20 ans qu'ils font le même métier tous les jours, donc bah forcément ils sont plus aptes que moi. Il y a quand j'étais au hand, parfois on me mettait titulaire sur le match. Il y a des moments je comprenais pas pourquoi parce que je pensais que les autres étaient meilleurs que moi. Alors que bah si j'étais titulaire, bah, c'est que j'étais bon. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de sentiments d'illégitimité à ce moment-là. Dans mes relations de couple, parfois je me suis senti illégitime d'être aimé par l'autre personne. Je comprenais pas ce que je pouvais avoir de plus ou de différent que quelqu'un d'autre. Je me suis dit bah pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que quelqu'un d'autre? Dans le coaching aussi, parfois ça m'arrive de me sentir illégitime. Bah pourquoi on me ferait confiance à moi alors qu'il y a des milliers de coachs qui sont meilleurs que moi ou avec une meilleure posture ou avec des meilleures questions. Donc ouais, ça m'arrive très souvent de me sentir illégitime. Et ce que je fais, c'est que je me dis, bah, si les gens me font confiance, c'est qu'il y a une part d'eux qui a envie de me faire confiance. Donc si eux ont confiance en moi et me sentent légitime pour accomplir ou pour faire quelque chose, pourquoi moi je me sentirais pas légitime en fait?
Donc c'est ça qui m'aide aussi parfois à me dire, bah tiens, si cette personne-là croit en moi, qu'est-ce qui fait que moi je crois pas en moi? Et ça me ramène justement à la question que tu m'as posée tout à l'heure sur comment sont mes journées quand personne me regarde. Bah, je vais me questionner là-dessus justement. Je vais chercher à comprendre pourquoi j'ai ce sentiment d'illégitimité qui est présent et parfois trop présent même. Eh bien, alors, Question 6. dernière question, la 6. Alors, si tu devais enlever une croyance limitante que tu as encore aujourd'hui, laquelle serait-elle? Hmm, Et je, déjà, est-ce que tu as encore des croyances limitantes? je dirais que oui. Ce serait mentir de dire que je n'ai aucune croyance limitante. Je pense que c'est. Enfin, et une croyance est aussi limitante et peut être aidante. Donc je pense qu'effectivement, on en a qui sont aidantes et limitantes. Je pense qu'il y en a qui font un peu les deux. Si je pouvais en enlever une, euh, je pense que c'est. Enfin, je pense que c'est que j'ai déjà débloqué, mais qui reste en fond quand même. C'est ce côté. Euh, Peut-être de lâcher ce côté. Et c'est un truc que je travaille, un peu de lâcher prise dans ce côté. Tout n'est pas obligé d'être parfait. Ou tout n'est pas obligé d'être à 100%. Voilà. Il y a toute cette phase d'apprentissage. Et c'est quelque chose que je fais aujourd'hui, notamment par l'entrepreneuriat, par tous les défis que je me donne, de dire, OK, et comment je me mets dans une position aussi de débutant et comment j'apprécie ici cette position-là. Donc ouais, de se dire, bah, finalement, je suis pas obligé d'être au top tout le temps. C'est un peu cette croyance-là, et ça fait aussi du bien. Hmm. Très bien. Bah écoute, merci pour tes questions, Karine. Mm. Très chouette. Ah, franchement, c'était très cool. Ça nous a permis de Merci. bien de creuser en nous rapidement et j'ai vraiment apprécié l'exercice. Qu'as-tu envie de dire pour conclure cet épisode? Alors, si je devais laisser un message, ce serait celui-ci. Osez vous réinventer même tard, même après des chutes. Ce n'est jamais trop tard pour redevenir aligné avec soi-même. Oh, j'aime beaucoup ce message. Voilà. C'est un, c'est un super, enfin, une super conclusion. Merci Karine pour ta présence sur notre épisode. Euh, Où est-ce qu'on peut te suivre si jamais les personnes qui nous écoutent ont envie de voir ce que tu fais dans ton, aussi bien professionnellement que personnellement? Alors sur les réseaux, Ok, via LinkedIn, où là effectivement je partage plus la partie professionnelle, et puis sur Insta et Facebook aussi. ok. Vous trouverez tous les liens de Karine du coup dans la description de l'épisode sur YouTube et Spotify pour aller la suivre sur tous ces réseaux. On vous remercie en tout cas de votre écoute. On remercie encore Karine pour sa présence aujourd'hui durant cet épisode. Merci à toi Thomas. Pensez à liker et partager cet épisode autour de vous, ça va nous aider à faire grandir la chaîne. Et si vous connaissez des personnes au parcours inspirant qui souhaiteraient passer dans notre podcast, donnez-nous les noms avec Thomas, on se fera un plaisir d'aller à leur contact. Merci beaucoup, belle journée à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Karine. Belle journée. Belle journée à tous.